25 ans. C'est le temps que mon fils a passé sans prononcer mon nom, sans me demander si j'étais vivant ou mort, sans même un coup de téléphone pour mon anniversaire. Et croyez-moi, je n'exagère pas. 25 Noël, 25 anniversaires, les miens et les siens, 25 ans de silence. Mais il a suffi que la nouvelle de l'héritage apparaisse. Cette fortune inattendue qui m'est tombée dessus après la mort d'un parent éloigné. Et le voilà qui débarque, avec un sourire aux lèvres, en m'appelant papa. Papa, après tout ce temps à ne pas m'appeler du tout, je m'appelle Franck. Avant de commencer, prends un instant pour aimer la vidéo et t'abonner. Mais seulement si tu apprécies vraiment ce genre d'histoire authentique. Et dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi, j'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Je suis né dans un petit village en Auvergne, près de Clermont-Ferrand, fils d'un mécanicien et d'une femme au foyer. J'ai grandi en balayant le sol du garage et en réparant les vélos des voisins pour gagner quelques sous. Je me suis marié jeune comme on pouvait s'y attendre. Ma femme, Yann, était le grand amour de ma vie. Nous avons eu un seul fils, Nicolas. À sa naissance, j'ai cru que Dieu m'avait promu de simple homme à père. Et j'ai été un bon père, vous savez. Je travaillais du matin au soir comme chauffeur de bus interrégional. Je passais des jours loin de la maison pour mettre de la nourriture sur la table et lui payer des études. Mais peu, être que j'ai fait quelque chose de mal, ou peu, être que je n'ai rien fait d'extraordinaire, parce que la façon dont il s'est éloigné, c'était comme si je n'avais jamais existé. Tout a commencé par une dispute, une discussion banale, comme toutes les familles en ont sur l'argent, les choix, la fierté. Il a voulu quitter la maison encore jeune, et moi étant strict, j'ai essayé de le retenir, de le guider, de le protéger, mais il l'a interprété comme du contrôle. Il a dit que je gâchais sa vie, il est parti en claquant la porte et n'est jamais revenu. Ni quand sa mère est tombée malade, ni quand elle est morte, ni quand j'ai écrit des lettres, envoyé des messages par des amis, attendu à la porte avec espoir. Rien. Silence. Un trou dans la poitrine qui est devenu une routine, jusqu'au jour où je me suis habitué à ne plus avoir de fils. La vie a continué. J'ai continué à conduire pendant des années jusqu'à ma retraite. J'ai vendu le bus que j'avais acheté à la sueur de mon front. J'ai déménagé dans une petite maison plus simple et j'ai mené une vie tranquille. Personne ne s'attendait à ce qu'à plus de 70 ans, je reçoive un héritage. Mon cousin Germain, qui vivait à Paris et n'avait jamais eu d'enfant, est décédé. Et en raison d'anciens papiers où j'étais mentionné comme héritier substitut, tous mes revenus, près de 2 millions d'euros en biens immobiliers, actions et argent dormant. Un avocat m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle et au début j'ai cru que c'était une arnaque, mais ce n'en était pas une. Du jour au lendemain, je suis devenu millionnaire et tout le village l'a su. Et avec la nouvelle, savez-vous ce qui est revenu? Nicolas est réapparu à Noël. Il m'a envoyé un message WhatsApp. Je ne savais même pas qu'il avait encore mon numéro. Le message disait « Papa, je voudrais te voir cette année passer Noël ensemble. Le temps a passé, n'est-ce pas? Pardonne-moi pour tout. Recommençons. » J'ai lu et relu ce message une vingtaine de fois. Papa, cela m'a touché profondément, parce que cela faisait 25 ans que je n'avais pas entendu mon nom dans sa bouche. Et là, soudain, il voulait me retrouver, mais je connaissais ce ton. C'était une invitation avec une date fixée et un intérêt implicite, car avec le message est venue une nouvelle qui m'a laissé sans voix. Il avait des dettes, son entreprise avait fait faillite et il essayait d'éviter la saisie de la maison où il vivait avec sa nouvelle famille. J'ai répondu que oui, que j'irais, mais au fond, tout au fond, je n'ai jamais voulu y aller et je savais que je n'irais pas. Ce qui s'est passé dans les jours suivants fut une bataille intérieure. Je me suis surpris à répéter 1000 fois ce que je dirais, comment je réagirais si il pleurait, s'il m'embrassait, s'il demandait pardon. Mais au fond de moi, quelque chose criait que cette invitation n'était pas une question de pardon, mais d'argent. C'était à propos du vieux Marcel devenant le papa qu'il pouvait utiliser comme planche de salut. Cela m'a blessé plus que les 25 années de silence. Pendant ce mois de décembre, tout le monde semblait entrer dans l'esprit de Noël, sauf moi. Je me suis isolé. Je suis resté assis sur la véranda à regarder le temps passer, tandis que le souvenir de mon petit garçon, aux joues roses et au rire libre, se mêlait à l'image de l'homme froid et distant qu'il était devenu. J'ai pensé à Yann, j'ai pensé à combien elle aurait été heureuse si nous étions réconciliés. Mais en même temps, je me demandais si du ciel elle ne verrait pas que ce n'était pas de l'amour, mais du calcul. La veille de Noël, j'ai préparé une valise, j'y ai mis des vêtements justes pour la forme. J'ai fait semblant à moi-même que j'allais vraiment lui rendre visite. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai arrangé mes cheveux, et j'ai dit à haute voix « Être-il temps de laisser le passé derrière moi ?» Mais en même temps, mon cœur disait « Attention, tu n'es pas un héritage, tu es un homme. » Et c'est exactement pour cela que lorsque l'horloge a marqué 10 heures du matin, le 24, et que le taxi m'attendait à la porte, j'ai fermé la valise, je l'ai posée sur le sol du salon, et je me suis rassui à bascule
restant là en silence, attendant que le temps passe parce que j'avais décidé que je n'irais pas. Mais ce qui s'est passé ensuite, même moi, je ne pouvais pas l'imaginer. Alors écoutez jusqu'à la fin. Et si cette histoire vous touche, commentez ce qui vous a le plus marqué et dites-moi aussi d'où vous écoutez. J'aime vous connaître. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque jour, il y a une nouvelle histoire que vous aurez peut-être aussi besoin d'entendre. J'aurais pu simplement effacer son message, faire semblant de ne jamais l'avoir reçu, mais non. J'ai dit que je passerais Noël là-bas avec lui, avec les petits-enfants que je n'avais jamais vus. J'ai été poli, j'ai même été affectueux, et cela m'a rongé de l'intérieur parce que même si ma tête criait que c'était un piège, mon cœur s'obstinait à penser que cela pouvait être réel, que cela pouvait être vrai. Que peut être, il regrettait vraiment. Mais la vérité, c'est que j'avais déjà perdu la capacité de lui faire confiance et ce n'était pas d'hier. C'était depuis longtemps. Le matin du 24, je me suis assis dans mon fauteuil à bascule avec la valise prête à côté et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu les arbres bouger doucement avec le vent, le ciel clair et ce silence de petit village. Le chauffeur avait déjà envoyé un message disant qu'il arrivait et j'étais là, bloqué comme quelqu'un qui sait qu'il est sur le point d'entrer dans un endroit où il ne devrait pas retourner. Et puis j'ai remarqué quelque chose, une petite enveloppe appuyée contre le cadre de la photo d'Eliane. Cela m'a fait un choc. C'était le mot que j'avais écrit pour elle le jour où nous l'avions enterré. Je n'avais jamais eu le courage de le jeter. J'ai ouvert le billet avec des mains tremblantes. Il n'y avait que 3 lignes. Pardonne-moi si j'ai échoué. Veille sur lui de là-haut. Je ne sais plus quoi faire. J'ai lu cela et j'ai pleuré comme un enfant parce qu'il semblait que cette douleur était encore vivante en moi, comme si tout s'était passé hier. Je me suis souvenu du jour où nous avons enterré Yann. Nicolas n'est pas venu. Pas un appel, pas une fleur. Les voisins demandaient après lui. Certains pensaient qu'il était mort aussi. Je baissais simplement la tête et disais « il est occupé ». Mais à l'intérieur, je hurlais. À ce moment-là, en regardant sa photo, avec ce billet à la main, j'ai compris, c'était pas seulement de la rancœur, c'était un deuil. J'étais encore en deuil du fils que j'avais perdu de son vivant. Et c'est pourquoi je ne pouvais pas accepter ces retrouvailles maintenant, parce que c'était comme si pour lui rien ne s'était passé, comme si 25 ans d'absence pouvaient être balayés avec un dîner de Noël et un sourire factice. Je suis descendu de la chaise, je suis allé à la valise et j'ai commencé à ranger tout ce que j'avais sorti. Chemise habillée, pantalon, chaussures, parfum, mais j'ai laissé une chose dehors, la photo d'Eliane. J'ai pris le cadre et l'ai posé sur mes genoux. Je me suis rassis et resté silencieux comme si j'attendais qu'elle parle. Et d'une certaine façon, elle a parlé, son souvenir a parlé, la fermeté qu'elle avait, son sens de la justice, qui ne cédait jamais. Elle n'aurait pas permis que quelqu'un entre dans notre vie seulement quand cela lui convenait. Elle n'aurait pas accepté que le nom de père soit utilisé comme clé pour un coffre-fort. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le téléphone a sonné, c'était la fille de ma voisine, une jeune femme qui m'aide parfois avec les courses et les médicaments. Elle a appelé pour me souhaiter joyeux Noël et a dit une phrase qui résonne encore dans ma tête. Monsieur Marcel, joyeux Noël. Vous êtes plus important pour beaucoup de gens que vous ne l'imaginez. Vous savez, je suis resté muet. J'ai seulement réussi à la remercier parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais dans les pensées de quelqu'un qui n'était même pas de ma famille, alors que mon propre fils ne se souvenait de moi que lorsqu'il avait quelque chose à gagner. Après l'appel, je me suis levé et je suis allé à la cuisine. J'ai préparé un café fort, comme je l'ai toujours fait, et je me suis assis seul à la table. La maison était silencieuse, mais à l'intérieur de moi, on aurait dit un tourbillon. J'ai pris un papier et j'ai écrit une lettre, pas pour lui, mais pour moi. J'ai écrit ce que j'aurais voulu dire si j'y étais vraiment allé. Des choses comme « Tu m'as tué de mon vivant, Nicolas, et maintenant tu veux ressusciter ce père seulement parce que tu as besoin d'argent. » J'ai tout écrit avec colère, avec tristesse, avec amour aussi. Mais quand j'ai terminé, j'ai plié le papier et l'ai gardé dans la Bible d'Eliane parce que je savais que cette conversation, il ne l'entendrait jamais et je n'aurais pas besoin de la dire. À la fin de la journée, le chauffeur est venu jusqu'à mon portail, a sonné à la porte, j'ai répondu. Il a demandé « Monsieur Marcel, prêt à partir ?» Je l'ai juste regardé et j'ai dit « Pas aujourd'hui. Dites-lui que je le remercie, mais je préfère passer Noël ici. » Le jeune homme a acquiescé sans trop comprendre et est parti. Et je suis retourné à mon fauteuil à bascule, le cœur plus léger. Pour la première fois depuis des années, j'avais fait un choix en ne pensant qu'à moi. Pas pour plaire, pas pour tenter une réconciliation forcée, mais pour me respecter. La nuit est tombée, j'ai allumé la radio, mis une vieille chanson qu'Eliane et moi aimions, et là, tout seul, j'ai trinqué avec moi-même, avec une tasse de café. Il n'y avait pas de sapin, pas de cadeau, pas d'éeinte, mais il y avait la paix. Et parfois la paix est le meilleur cadeau que la vie puisse offrir à quelqu'un qui a passé tant de temps en guerre avec le manque. Ce que je ne savais pas, c'est que le lendemain,
une lettre arriverait, une grosse enveloppe marron, avec son écriture sur l'expéditeur. Et là, mon ami, tout a changé à nouveau. Le matin du 25, alors que le soleil frappait fort sur la véranda et que je tenais encore la dernière gorgée de café froid dans ma tasse, le portail a claqué, point en retard, ai-je pensé. C'était peu être quelqu'un du voisinage qui apportait de la brioche comme il le faisait les autres années. Mais ce n'était pas le facteur. Un jeune homme poli qui m'a remis une enveloppe marron lourde avec mon nom écrit à la main. L'écriture, je l'ai reconnue immédiatement, même après tant d'années. Le S courbé et le A serré, c'était l'écriture de Nicolas. Mes mains ont gelé et pendant une seconde, j'ai hésité à l'ouvrir. J'ai apporté l'enveloppe à l'intérieur, fermé la porte, me suis assis à la table et l'ai juste regardé. Il y avait un gros ruban adhésif, comme s'il avait peur que la lettre ne s'ouvre toute seule. J'ai respiré profondément, pris les ciseaux et coupé l'un des coins. De l'intérieur, on glissait 5 feuilles écrites au stylo recto verso et un petit billet séparé plié. J'ai pris d'abord le billet. « Papa, je sais que tu n'es pas venu. J'espère que tu liras jusqu'à la fin, s'il te plaît. » Juste ça. Sans virgule, sans salutation, sans signature, mais d'une certaine façon, c'était plus que ce que j'attendais. J'ai commencé à lire la grande lettre et dès la première ligne, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. On aurait dit que ce n'était pas Nicolas qui écrivait. Ce n'était pas ce ton dur, pratique, orgueilleux. Les mots étaient choisis avec soin. Il y avait de l'émotion, de la culpabilité, mais cela ne semblait pas naturel. On aurait dit que quelqu'un l'avait aidé, peut être sa femme ou quelqu'un qui l'avait engagé, mais j'ai continué à lire, essayant de ne pas juger parce qu'au fond ce qui m'importait était le contenu. La lettre commençait en racontant le jour où il avait quitté la maison. Il disait qu'il gardait l'image de mon visage ce jour-là, non pas de colère, mais de déception. Il disait que, en grandissant, il pensait qu'il devait être le contraire de moi pour réussir, que ma manière ferme, mon silence, mon absence physique à cause du travail, tout cela avait généré une rancœur avec laquelle il ne savait pas comment gérer et que, par orgueil, il n'était jamais revenu, mais qu'avec le temps, en devenant père, il avait compris le poids de mettre de la nourriture sur la table, compris le silence après la fatigue, compris que tout amour ne vient pas avec une étreinte, mais peut venir sous forme de responsabilité. J'ai lu cela, et mes yeux ont commencé à brûler parce qu'une partie de moi voulait croire, voulait vraiment, mais il y avait des passages qui semblaient trop répétés, comme s'ils étaient plus une explication pratique qu'un véritable regret. Et pourtant, j'ai continué à lire. La partie la plus longue parlait d'Eliane. Il disait qu'il avait pleuré quand il avait appris sa mort, qu'il l'avait su par des tiers, qu'il n'avait pas eu le courage d'apparaître aux funérailles parce qu'il pensait qu'il serait détesté, qu'il portait ce poids jusqu'à aujourd'hui et que s'il pouvait remonter le temps, il aurait tout fait différemment. Mais c'est dans l'avant-dernier paragraphe qu'est venu le coup de poing. Il disait « Papa, je sais que tu as reçu un héritage. Je ne vais pas mentir. Quand je l'ai su, j'ai pensé à l'argent. Oui, mais aujourd'hui, je vois que le plus grand trésor que j'ai perdu, c'est toi. Je me suis arrêté, j'ai fermé les yeux. Je suis resté un moment là, silencieux, avec la lettre à la main, essayant de comprendre ce qui était vrai et ce qui était du théâtre. Et au fond, je me sentais confus parce que, même si c'était vrai, pourquoi seulement maintenant? Pourquoi pas avant l'héritage? Pourquoi pas avant la maladie de sa mère? Avant que le temps ne détruise ce que nous avions, j'ai rangé la lettre, je suis revenu prendre l'enveloppe et j'ai remarqué qu'il y avait un autre papier à l'intérieur, un relevé bancaire, oui, un relevé avec le solde à 0 et au bas, écrit à la main. Je n'ai plus rien, mais je voulais t'offrir ce qu'il reste de moi. Cela m'a fait mal, non pas parce que j'étais ému, mais parce que j'ai senti que tout revenait au même point, toujours. L'absence, le vide, le temps perdu. Je ne voulais pas ce qu'il restait de lui. Je voulais le fils qu'il était autrefois, celui qui courait après le bus pour me voir partir travailler, qui écrivait des notes de « Reviens vite papa » quand je partais en voyage. Après cela, j'ai passé le reste de la journée à regarder dans le vide, à penser, à me souvenir, à aller et venir entre la nostalgie et la raison. Je n'ai pas le cœur dur. Ceux qui me connaissent le savent. J'ai aidé beaucoup de gens. J'ai été témoin de mariages de voisins, père d'enfants des autres, conseiller dans les moments difficiles, mais avec lui c'était différent parce que la blessure était à l'intérieur et les mots aussi beaux soient-ils n'effaquaient pas les années qui m'avaient tué peu à peu. Le soir, j'ai pris la lettre et je l'ai apportée à l'armoire où je garde mes vieilles affaires. À l'intérieur, il y a une boîte avec des photos, des objets d'Eliane et quelques lettres qu'elle m'a écrites quand je voyageais encore. J'ai mis la lettre de Nicolas avec les siennes. Peut être pas parce qu'il le méritait, mais parce que d'une certaine façon, cela faisait partie de notre histoire. Et aussi, désordonnée qu'elle ait été, c'était encore la nôtre. J'ai fermé la boîte et avant de dormir, je me suis demandé s'il écrirait à nouveau ou si c'était juste un dernier effort.
Était-ce la fin ou le début d'une tentative? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le lendemain à 6 heures du matin, la sonnette a retenti et quand j'ai ouvert le portail, ce n'était pas le facteur, c'était lui. Il était tôt, 6 heures du matin. La lumière du soleil avait à peine touché les tuiles de la maison. J'étais encore en pyjama, le café chauffant sur la cuisinière quand j'ai entendu la sonnette retentir. Je confesse qu'au premier instant, j'ai pensé que c'était une erreur. Personne n'a l'habitude d'apparaître à cette heure. Je suis allé à la porte un peu somnolent, sans imaginer ce qui m'attendait. Quand j'ai ouvert le portail, il était là, Nicolas, debout, avec un visage fatigué, les épaules courbées et un sac à dos. Je suis resté immobile pendant quelques secondes, en silence, en regardant cet homme, qui était autrefois mon petit garçon. Il m'a regardé et a légèrement souri comme quelqu'un qui ne savait pas vraiment quoi faire. « Salut papa !» Athée, il dit, et c'est là que mon corps s'est figé, parce que cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu ce mot dans sa bouche, que pendant une seconde, j'ai oublié de respirer. « Salut !» C'est tout ce que j'ai pu répondre. Je ne savais pas si j'ouvrais complètement le portail, si je le fermais, si je demandais ce qu'il voulait, ou si je faisais semblant que c'était juste un rêve, mais il est resté là debout, attendant une ouverture, et moi, même sans le vouloir, j'ai fait un pas de côté. Je l'ai laissé entrer. Nicolas est entré lentement, a enlevé sa casquette et est resté debout dans le salon. Il a regardé autour de lui comme quelqu'un qui revit un lieu du passé. C'est identique, Athée il dit, et c'était vrai. Depuis qu'Eliane était partie, j'avais à peine changé les choses de place. Comme si chaque objet portait sa présence. Le canapé fleuri, le rideau en dentelle, le cadre photo avec nous trois à son baptême, tout était là, mais le silence était différent. Ce n'était plus le silence de la nostalgie, c'était le silence de l'inconfort, du poids qu'il avait apporté avec lui. J'ai offert du café, il a accepté, je suis allé à la cuisine en essayant de garder la tête froide. Pendant que le café filtrait, je pensais à 1000 choses. Pourquoi maintenant? Qu'espérait-il? De l'argent, une étreinte, le pardon. Quand je suis revenu au salon avec 2 tasses, il était assis au bord du canapé, regardant ses mains. Il a pris la tasse et a dit « Merci ». Et puis, nous sommes restés comme ça, silencieux, chacun buvant son café comme si c'était un bouclier. Mais à un moment, il a levé les yeux, et là, j'ai vu quelque chose qui m'a démonté. Il avait les yeux humides, mais c'était plus que ça. C'était de la honte. « Papa, je ne savais pas comment venir. » Athée, il dit, « J'ai écrit cette lettre une dizaine de fois. » Effacé, réécrit, je ne savais pas comment te parler après tout ça. Je suis resté silencieux, je voulais écouter. Il a continué, je pensais que tout me protégerait, que m'éloigner de toi c'était grandir. Mais après la mort de maman, j'ai compris ce que c'est de perdre. Et après être devenu père, j'ai vu à quel point tu t'es donné. J'ai respiré profondément, j'ai failli parler, mais je me suis retenu. Nicolas a alors sorti de son sac à dos une pochette. Mon estomac s'est retourné, j'ai pensé voilà le contrat, la proposition, la demande. Mais ce n'était pas ça, c'était une boîte à chaussures, de celles qui sont simples. Il l'a ouverte devant moi et m'a montré des lettres. Mes lettres, celles que je lui ai écrites pendant des années, il les avait toutes gardées, froissées, avec des marques du temps mais intactes. Je les ai lues en cachette. Je pensais que si je répondais, ce serait une faiblesse, mais je les ai toutes lues. Cela m'a démonté parce que j'avais juré pendant longtemps qu'il ne les avait jamais ouvertes. Il a continué à parler. Il a raconté la faillite de l'entreprise, la trahison des associés, la fin de son mariage. Il a parlé de son plus jeune fils qu'il voit à peine, de la dépression qui est venue et de la honte qui l'a empêché de chercher de l'aide. Il a tout raconté sans fioriture, sans se faire passer pour une victime. Pour la première fois, il semblait qu'il m'ouvrait son cœur, non pas pour se justifier, mais pour assumer. Et moi, vieux comme je le suis, j'ai déjà vu beaucoup de choses. Mais ce moment m'a pris parce que malgré tout, je me souvenais encore du garçon qui m'attendait avec les pieds sales au bord de la route quand je revenais de voyage. Et dans ce regard, bien que le corps ait changé, le regard était encore celui de mon fils. Nous sommes restés là pendant des heures. Il a parlé, j'ai écouté, il a pleuré. Il n'y a pas eu d'étine à la fin. Il n'y a pas eu de je t'aime ni de réconciliation de feuilleton. Mais il y a eu de la vérité et parfois, la vérité est ce qui sauve le peu qui reste. Quand il s'est levé, il a dit « Papa, je suis pas venu pour l'argent, je sais que tu n'as plus besoin de personne, mais j'avais besoin de venir juste pour que tu saches que je porte encore ton nom avec honneur, même si ce n'est que maintenant que j'en comprends la valeur. » J'ai haqué de la tête, je n'ai rien dit, mais je me suis aussi levé. Je l'ai accompagné jusqu'au portail et là, avant qu'il ne parte, il a dit « Si un jour tu veux, appelle-moi. Je reviendrai ne serait-ce que pour t'écouter. » Il est parti et je suis resté sur la véranda en silence, mais avec l'âme en tempête, parce que cette visite a ouvert plus qu'une porte. Elle a ouvert une vieille blessure, sauf que cette fois, je n'étais plus disposé à l'ignorer, et dans la nuit de ce jour-là, j'ai rêvé d'Eliane. Elle me disait quelque chose que je n'ai pas encore compris, mais dont je devrais peu être me souvenir avant de décider quoi faire de tout cela. Je me suis réveillé en sueur, même avec le ventilateur,
projecteur allumé dans la chambre. C'était comme si le rêve s'était vraiment produit, comme si sa voix résonnait encore dans mon oreille. Eliane, elle était assise au bord du lit comme elle avait l'habitude de faire quand je revenais des voyages et qu'elle voulait parler sans réveiller Nicolas. Dans le rêve, elle ne pleurait pas, ne souriait pas, elle me regardait juste dans les yeux et disait « Franck, n'aie pas pitié ». Et de la clarté. Et après ça, elle disparaissait. Je me suis réveillé avec cette phrase collée dans ma tête, comme si elle avait été écrite au fer rouge. Je me suis levé lentement, les jambes un peu tremblantes, le cœur serré. Je suis allé au salon, j'ai allumé la faible lumière de la lampe et j'ai fixé sa photo pendant quelques minutes. C'était pas la première fois que je rêvais d'Eliane, mais ça avait jamais été comme ça. Jamais avec ce poids. C'était comme si elle me rappelait que même dans la vieillesse, on doit encore prendre des décisions difficiles. Parce que ce qui s'était passé avec Nicolas la veille m'avait laissé avec plus de questions que de réponses. J'ai passé le jour suivant en silence. Je suis pas sorti à la boulangerie. Je n'ai pas balayé la cour. Je n'ai parlé à personne. Je suis resté assis sur la véranda, écoutant les bruits de la rue et revoyant chaque phrase qu'il avait dite. Il y avait de la douleur dans ses mots. C'était vrai. Il y avait aussi du regret, mais je sentais encore que quelque chose n'allait pas. Comme si tout cela était venu trop vite. Comme si le temps entre la lettre et la visite avait été trop court pour que tant d'émotions jaillissent soudainement. Puis j'ai compris, il savait que je n'irais pas à Noël. Il savait que je pouvais refuser et par conséquent, il avait tout planifié. La lettre, le relevé bancaire, la visite surprise. Il est venu parce qu'il voulait résoudre cela avant que je ne décide de le couper définitivement. Cela m'a dérangé parce que je ne veux plus être manipulé ni par amour, ni par nostalgie, ni par pitié. Je l'ai été pendant des années et tout ce que j'ai reçu était du silence. Et maintenant, avec ce patrimoine inattendu entre les mains, avec des gens qui demandent si je vais ouvrir un restaurant dans le village, je sais que je suis devenu une cible non seulement de regard, mais d'intention. Je suis allé dans la petite pièce au fond où je garde mes outils et j'ai cherché une boîte en bois qu'Eliane utilisait pour garder des documents importants. À l'intérieur, j'ai trouvé l'Ancien Testament, celui que j'avais fait il y a environ 15 ans, quand je n'avais encore rien d'autre que ma retraite. À l'époque, j'avais tout laissé à Nicolas, bien sûr. C'était le seul fils, la seule famille. Mais ce jour-là, j'ai regardé ce papier comme quelqu'un qui regarde un piège parce que maintenant je savais laisser quelque chose entre les mains de celui qui n'a pas su prendre soin de mon nom pendant 25 ans. C'était signé à nouveau mon propre abandon. Je me suis assis sur la chaise de la cuisine et j'ai commencé à écrire à la main une nouvelle ébauche sans avocat, juste une ébauche d'intention. Et là, sur le papier, j'ai écrit des noms qui étaient gardés dans mon cœur depuis longtemps. L'un d'eux était celui de Lucas, le fils de la voisine, qui m'appelle toujours papy. Un autre était celui de l'infirmière, qui a pris soin d'Eliane dans ses derniers jours, qui n'a jamais manqué de respect et d'affection. J'ai aussi écrit le nom de l'école du quartier, qui a toujours eu besoin d'aide, et où j'ai été invité à raconter des histoires aux enfants. Et à la fin, j'ai laissé un espace vide pour Nicolas, un espace qui ne serait rempli que si il revenait, mais revenait sans sac à dos, sans excuses, sans détour. Ce même jour, quelque chose que je n'attendais pas s'est produit. J'ai reçu un appel de sa petite fille. Je ne savais même pas qu'elle avait mon numéro. Une voix timide, douce, disant « Papy, est-ce vrai que vous avez recommencé à parler avec papa ?» Je me suis figé, je suis resté muet, elle a continué. Il ne parle pas beaucoup de vous, mais hier il a pleuré. Il a dit qu'il voulait être meilleur et qu'il ne savait pas si vous le vouliez encore près de vous. Cela m'a désarmé parce que ce qui vient des enfants vient propre, sans filtre. Et elle, sans le savoir, a touché là où ça faisait le plus mal à ce qui aurait pu être s'il avait choisi différemment. J'ai parlé avec elle pendant 10 minutes. Elle m'a raconté qu'elle aimait dessiner, qu'elle voulait être enseignante, que son père vivait triste et que sa mère habitait loin. Elle a dit qu'un jour elle voulait me connaître. J'ai dit que oui, qu'elle serait la bienvenue. Mais à l'intérieur de moi, une peur grandissait. La peur de m'attacher, de me faire des illusions, d'ouvrir à nouveau une porte qui a mis 25 ans à se fermer. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai relu le mot d'Eliane dans le rêve. N'aie pas pitié et de la clarté. Et je me suis demandé jusqu'où va la compassion? Jusqu'où va l'amour qui survit à l'absence? Et qu'est-ce qui est plus juste? Protéger ceux que j'ai conquis ou tendre la main une fois de plus? Je n'avais pas encore la réponse, mais je savais que bientôt je devrais décider. Parce qu'en fin d'après-midi, il a envoyé un autre message, et cette fois, c'était pas pour moi. C'était un audio de sa petite fille. Elle disait « Papy, papa voulait savoir s'il peut passer avec nous samedi, juste pour prendre un café, et je suis resté avec le doigt arrêté sur le bouton de réponse. » Le samedi est arrivé plus vite que je ne le voulais. Le message de la petite fille résonnait encore dans ma tête. « Papy, papa,
voulait savoir s'il peut passer avec nous samedi, juste pour prendre un café. Et là, dans cette phrase dite avec tant d'innocence, il y avait un poids énorme parce que passer prendre un café pouvait sembler simple. Mais pour moi, c'était presque comme revivre tout à nouveau. C'était faire un pas dans l'histoire que j'avais passé 25 ans à essayer d'avaler en silence. Et pire, avec un témoin maintenant, la petite fille, j'ai passé toute la matinée à marcher dans la maison. Je ne savais pas si je devais enlever les bibelots de l'étagère, si je devais cacher l'enveloppe de l'héritage, si je devais changer la nappe de la table. J'ai fini par ne rien faire. J'ai juste arrangé ma barbe, mis un vieux parfum dont il restait encore quelques gouttes dans le flacon et mis la chemise qu'Elian disait me faire paraître un homme digne. Mais la vérité, c'est que j'avais peur. Peur de m'émouvoir, peur de regretter, peur de donner trop d'espace à nouveau. L'horloge marquait 15h20 quand j'ai entendu un klaxon dehors. C'était pas un klaxon de voiture moderne. C'était ce petit bruit discret comme quelqu'un qui ne veut pas déranger. Je me suis levé, j'ai respiré profondément et je suis allé au portail. Quand j'ai ouvert, ils étaient là tous les deux. Nicolas avec une expression contenue un peu mal à l'aise. Et à côté de lui, une fille d'environ 12 ans, mince avec des cheveux bouclés attachés en queue de cheval haute et des yeux vifs qui semblaient tous scruter avec curiosité. « Salut papy », a-t-elle dit. « Ce papy m'a démonté. Entrer, c'est ce qui est sorti de ma bouche. Ils sont entrés lentement. » Nicolas regardait les coins avec un soin que je ne savais pas si c'était de la culpabilité ou du respect. La fille est allée directement à l'étagère où se trouvent les vieilles photos. « C'est vous, plus jeune, et blanc de moi avec Eliane. »« Oui », ai-je répondu. Et celle à côté est ta grand-mère, Yann. Elle a souri, elle a l'air gentille. J'ai eu un nœud dans la gorge. Elle l'était, ai-je complété. Ils se sont assis à la table de la cuisine. J'ai mis le café à passer et laissé quelques pains sur la table. Personne ne mangeait vraiment. On faisait semblant de mâcher. Jusqu'à ce que la petite fille que j'ai découvert s'appelait Marie. Prenne l'un des dessins qu'elle avait apporté et me le montre. C'était simple, fait avec des crayons de couleur. Il y avait une petite maison avec un monsieur assis dans un fauteuil à bascule et une fille tenant une tasse. C'est vous et c'est moi en train de prendre un café. Mon cœur s'est serré parce que là, sur ce papier froissé, était ce dont j'avais rêvé pendant tant d'années. Une famille qui ne m'oubliait pas. Nicolas est resté silencieux presque tout le temps. Quand il a parlé, c'était pour dire « Je ne savais pas si je devais venir, mais elle a insisté. Elle a dit qu'elle voulait vous connaître. » Je l'ai juste amené. J'ai juste acquié sans répondre. C'était difficile de le regarder et de ne pas voir le garçon qui pleurait en cachette quand je voyageais. Mais il était aussi impossible d'oublier l'homme qui n'était jamais revenu. Et je ne savais toujours pas comment gérer cela. Après un moment, Marie est allée dans la cour. Elle jouait avec les oiseaux qui se posaient sur la petite clôture. Nous sommes restés seuls, Nicolas et moi, dans la cuisine. Il a pris une gorgée de café et a dit « Papa, je sais qu'un café ne résout pas 25 ans, mais j'avais besoin de montrer que je suis toujours ton fils, même si ça ne semble pas, même si je t'ai fait oublier ça. » Cela m'a fait mal parce qu'il a parlé avec vérité, mais aussi avec un certain désespoir, comme s'il avait peur de perdre quelque chose qu'il n'a jamais su garder. Je l'ai regardé, j'ai pensé à dire 1000 choses, mais j'ai dit juste une. « Nicolas, tu as mis trop de temps. » Il a baissé la tête, est resté comme ça pendant quelques secondes, puis s'est levé et a dit « Je sais. » Marie est revenue avec une fleur à la main pour laisser ici dans votre maison. Hâtée, elle dit, en me la remettant avec un sourire. J'ai pris la fleur, l'ai mise dans un verre d'eau et l'ai laissée sur la table. Et dans ce geste simple, j'ai senti quelque chose bouger en moi parce qu'elle n'avait pas de culpabilité et peut-être que c'était pour elle que quelque chose pouvait encore être reconstruit. Quand ils sont partis, elle m'a serré fort, comme quelqu'un qui voulait dire « Garde-moi dans ta vie ». Quant à Nicolas, il a juste serré ma main et est parti avec les yeux humides mais sans larmes. J'ai fermé le portail, je suis retourné à la cuisine, je me suis assis à la table et j'ai regardé la fleur dans le verre. Elle était simple, commune, mais vivante. Et peut être qu'à ce moment-là, elle était le signe qu'une partie de moi pouvait encore fleurir, même si lentement. Ce que je n'attendais pas, c'est que quelques jours plus tard, elle m'écrirait une lettre et qu'à l'intérieur viendrait la question que j'avais passé toute ma vie à attendre d'entendre. L'enveloppe est arrivée un mardi matin, un de ces jours où le ciel se lève un peu nuageux, sans hâte de s'ouvrir. Elle était sur le portail, placée avec soin, pliée en 2 parties et maintenue par un petit caillou rond. J'ai pensé que c'était juste une publicité, mais l'écriture enfantine m'a fait m'arrêter. Grande lettre maladroite avec l'encre bleue qui manquait dans certaines courbes. Pour Papy Marcel, mon cœur a fait un bond. J'ai pris l'enveloppe lentement. Je suis entré dans la maison
maison et je me suis assis directement sur la chaise de la cuisine. Avant même de l'ouvrir, j'ai senti que ce n'était pas juste un papier. C'était une question que la vie avait gardée pour moi trop longtemps. J'ai ouvert avec calme. C'était une simple feuille de cahier scolaire. La partie supérieure avait des cœurs dessinés, des petites étoiles et un soleil avec un sourire. Et au milieu de la feuille, la question « Papy, pourquoi vous n'avez jamais lutté pour nous voir ?» L'écriture était celle de Marie, la fille que je connaissais depuis moins d'une semaine et qui me posait maintenant ce qu'aucun adulte n'avait jamais eu le courage de dire. Je suis resté paralysé parce que cette question avait tout en elle. Elle avait l'absence, la nostalgie, la naïveté, mais aussi un type d'accusation silencieuse. Elle ne me demandait pas par mal, mais la douleur qui est venue après la lecture était profonde. J'ai posé la feuille sur la table, j'ai fermé les yeux et je suis revenu dans le temps. J'ai essayé de me rappeler si j'avais vraiment lutté pour voir ce côté de la famille. Après que Nicolas ait disparu, j'ai écrit des lettres. Oui, j'ai appelé, essayé de contacter, mais je n'ai jamais rien forcé. Je ne suis jamais allé dans la ville où il a déménagé. Je n'ai jamais cherché à savoir s'il avait des enfants, comment il vivait, s'il allait bien ou mal. Je me disais que c'était pour respecter l'espace, mais au fond, c'était la peur du rejet, la peur de frapper à une porte et de la voir se refermer à nouveau. Alors, je me suis convaincu que le mieux était d'attendre. Attendre qu'il revienne, qu'un jour, il me manque, qu'il me cherche. Mais je n'ai pas réalisé que, entre-temps, j'avais perdu plus que le fils. J'avais perdu les petits-enfants, les anniversaires, les dessins, les cadeaux faits avec du carton et de la colle. J'avais perdu l'enfance de quelqu'un qui m'appelait maintenant papy. J'ai pris du papier et un stylo. J'ai commencé à ébaucher une réponse, mais rien ne venait. Comment expliquer à un enfant que la peur de souffrir à nouveau était plus grande que l'envie d'aimer? Comment expliquer que parfois le silence est la seule façon que l'on trouve pour ne pas devenir fou? J'ai écrit et effacé. J'ai recommencé. Je me suis arrêté, j'ai regardé la photo d'Eliane et j'ai dit à haute voix « Tu te battrais ?» Je sais qu'elle l'aurait fait parce qu'elle était comme ça. Quand Nicolas est tombé malade à 4 ans et que le médecin a dit que c'était juste un virus, elle a presque démoli le cabinet jusqu'à ce qu'il fasse une analyse de sang. Elle ne se taisait pas devant ce qu'elle aimait. Et peut être que, si elle avait vécu plus longtemps, cette histoire aurait été différente. En fin d'après-midi, j'ai décidé de marcher jusqu'à l'école du quartier. Je n'avais pas vraiment de raison, je voulais juste sortir de la maison, me vider la tête. Je suis passé par un kiosque à journaux et j'ai acheté un cahier à couverture rigide, de ceux pour dessiner. J'ai aussi acheté des crayons de couleur, une règle, des stylos. Je suis revenu à la maison et j'ai écrit sur la première page « Chère Marie, c'est notre histoire maintenant ». Et j'ai commencé là un journal pour elle. Pas une réponse directe, mais un chemin, une façon de me rapprocher sans hâte, sans grand discours. J'ai raconté avec des mots simples que la vie nous fait parfois taire, que l'amour continue même quand on ne sait pas où aller, et que si elle le veut, je peux être son grand-père à partir de maintenant. Pas parfait, mais présent. Dans les jours suivants, je n'ai rien envoyé. J'ai attendu. Je voulais voir si ce geste avait besoin d'une réponse ou juste d'une présence, jusqu'à ce qu'un après-midi quelconque, Nicolas m'appelle. J'ai répondu avec un nœud dans la gorge. Il a dit « Elle a attendu votre réponse tous les jours, jusqu'à hier. Quand elle est revenue de l'école, elle a trouvé votre cahier au portail. Elle le lit comme si c'était un livre d'aventure. » J'ai souri sans pouvoir parler. Il a continué. « Papa, je ne mérite pas ça. Mais elle, oui. Et si vous êtes d'accord, on pourrait y aller doucement, sans hâte, sans aucune hâte. » Nous sommes restés silencieux un instant et j'ai pensé peut-être que la vie m'a volé beaucoup de choses, mais si je peux donner à cette fille une partie de tout ce que je n'ai pas vécu avec son père, peut-être, juste peut-être, je pourrais aussi me guérir un peu. Je ne sais pas si je veux que Nicolas revienne. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Mais Marie, elle est arrivée sans rien demander et a apporté ce que personne d'autre n'a réussi, l'envie de recommencer. Cette nuit-là, je me suis assis sur la véranda, ciel clair, vent calme, et j'ai pensé, ce n'est pas toujours que la vie donne une seconde chance avec un ruban coloré en forme de petite fille. Mais au fond, je savais que cette histoire n'était pas encore terminée parce que Nicolas portait encore des secrets que je n'avais pas entendus et l'un d'eux était sur le point d'apparaître. C'était un dimanche, début de soirée, la maison était déjà plongée dans ce silence de fin d'après-midi, quand même les oiseaux cessent de chanter. J'étais assis avec le cahier de Marie sur les genoux, finissant d'écrire une autre histoire pour elle. Cette fois, j'ai raconté comment j'avais rencontré sa grand-mère dans un bal du village en 1972. J'ai écrit avec affection, essayant de choisir les mots avec légèreté, mais ma tête était lourde. Même si la relation avec la petite grandissait, même si le cahier créait un beau lien entre nous deux, il y avait encore quelque chose qui me serrait la poitrine, Nicolas, parce que, malgré l'effort, je sentais qu'il cachait quelque chose. Et puis ce dimanche-là, le téléphone a sonné, numéro connu, c'était lui. J'ai répondu en silence, comme toujours. De l'autre côté, la voix est venue plus basse que d'habitude. « Papa,
puis-je passer demain matin? J'ai besoin de te dire quelque chose, mais j'ai besoin que tu écoutes jusqu'à la fin. Même si ça fait mal. J'ai mis quelques secondes à répondre. J'ai senti un frisson dans le dos. Quand quelqu'un dit ça, c'est qu'une bombe arrive, mais j'ai accepté, viens Nicolas à 7h30, je suis déjà debout. Le lundi, il est arrivé tôt. Il avait le visage abattu, plus maigre que la dernière fois. Il a apporté un sac avec des gougères et du café filtré. Je n'y ai pas touché. L'odeur de la peur remplissait la cuisine. Nous nous sommes assis. Nous sommes restés silencieux pendant de bonnes minutes jusqu'à ce qu'il commence. Papa, je ne voulais pas que tu saches ça. Jamais. Mais après la lettre de Marie, après le café, j'ai compris qu'on ne peut plus cacher ça. J'ai respiré profondément. Parle, fils. Et il a parlé. Il a raconté qu'il y a environ 15 ans, au sommet de l'orgueil et de la colère qu'il ressentait encore envers moi, il a reçu une proposition de travail dans une grande entreprise à l'étranger. Ce serait une chance de recommencer. Mais pour cela, il devait prouver une série de choses financières et familiales, des documents, des déclarations. Et pour une raison qu'il ne savait toujours pas expliquer correctement, peut être par vengeance, peut être par ego blessé, il a déclaré dans un formulaire juridique qu'il ne met pas de contact avec ses parents par décision personnelle, qu'il avait été abandonné par moi. Oui, il a écrit cela. Il a dit que j'avais été absent, que j'avais négligé, que j'avais disparu et que pour cette raison, il n'avait pas de lien avec aucun responsable ou héritier. À ce moment-là, mon corps a gelé. « Tu as écrit ça, Nicolas ?» ai-je demandé. Il a baissé la tête. J'ai signé, j'ai soumis, j'ai raconté un mensonge comme si c'était la vérité. Et quand j'ai obtenu le visa, j'ai voyagé. Je suis resté 2 ans à l'étranger. Je suis revenu quand tout a mal tourné. Mais ce papier, ce mensonge, est devenu un document officiel. Je t'ai renié sur un papier à en-tête. Il pleurait. Pas moi. Je ressentais juste un type de douleur que je ne connaissais pas encore. Une douleur qui mêle déception et honte parce qu'il ne m'avait pas seulement oublié. Il m'avait enterré vivant, formellement. Il a continué, personne ne l'a jamais vu, pas même Marie ni mon ex-femme. C'était quelque chose que j'ai enterré il y a longtemps. Mais l'autre jour, elle a vu l'enveloppe de ses papiers et m'a posé des questions. Et alors j'ai réalisé, soit je te le disais, soit le mensonge continuerait à se propager sans explication. Je suis resté muet, les mains serré sur le genou, je l'ai regardé, essayant de trouver des traces de ce garçon qui m'appelait héros, mais à l'intérieur, tout semblait s'effondrer. Pourquoi? Et il a répondu avec la seule chose qui m'a complètement démonté, parce que j'ai pensé que ce serait plus facile de vivre si je faisais semblant de n'avoir jamais eu de père, mais c'était le contraire. J'ai passé toutes ces années à essayer de prouver que j'étais fort, et je suis devenu quelqu'un qui ne vaut rien. Il pleurait à chaudes larmes, et je suis resté là sans pouvoir rien dire, parce que jusqu'à présent, je gérais l'absence, le silence, l'ingratitude. Mais maintenant, j'étais devant un rejet signé, tamponné, enregistré chez le notaire. Mon propre fils m'avait effacé du papier et même repenti, rien n'effacerait ce qui avait déjà été écrit. Il s'est levé, a posé les documents sur la table et a dit « Ceci est pour que tu vois et fasses ce que tu veux. Brûler, jeter, garder. » Mais j'avais besoin de montrer parce que on peut pas vivre à tes côtés avec ça coincé dans la gorge. Et si après ça tu ne veux plus jamais me voir, je comprendrai. Il est parti sans attendre de réponse, a laissé la porte entrouverte et je suis resté assis, fixant l'enveloppe comme si c'était une urne. À l'intérieur était enterré tout ce qu'un père avait construit pendant des décennies et détruit par une signature. J'ai passé 3 jours sans répondre, 3 jours sans écrire à Marie, 3 jours à me demander quoi faire, et à la fin du 3e, j'ai ouvert l'enveloppe, regardé la déclaration et l'ai brûlée dans la cour. Mais ce n'était pas le pardon, c'était le deuil. Je l'ai brûlé pour enterrer l'homme que je pensais que mon fils était, parce que maintenant, je devais décider s'il était possible de construire quelque chose avec ce qui restait. Et quand j'ai fini de brûler, j'ai entendu un coup au portail, c'était Marie avec une enveloppe dans les mains. Quand j'ai ouvert le portail et vu Marie debout là avec cette enveloppe blanche dans les mains, mon premier instinct a été de protéger mon cœur. Après ce que Nicolas m'avait raconté, cette déclaration absurde, écrite, signée, envoyée, je ne savais plus où je mettais les pieds. Mais ses yeux avaient une force silencieuse, une façon de regarder directement dans les miens, sans peur, sans détour. Elle tenait l'enveloppe à 2 mains fermement, comme quelqu'un qui remet quelque chose de très important. « Papy, puis-je vous laisser ceci ?» Hâtée, elle demandait. J'ai simplement acquiescé. J'ai pris l'enveloppe et sans l'ouvrir, je l'ai invitée à entrer. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Elle avait un cours de soutien, elle a souri avec affection et est partie en courant. Et je suis resté avec cette enveloppe à la main, comme quelqu'un qui tient un morceau de sa propre vie. J'ai attendu quelques minutes pour l'ouvrir, non par manque de curiosité, mais parce que ma poitrine battait encore. Il y avait encore des cendres de ce que j'avais brûlé le matin précédent, le papier qui m'ayait comme père. Quand j'ai enfin ouvert, j'ai trouvé une feuille pliée en 3 parties et un petit bracelet en perles de ces colorés avec le nom Marcel écrit de travers. La feuille avait une lettre écrite au stylo rouge,
sans détour, sans fioriture, juste la vérité comme les enfants ont l'habitude de dire. Papy, j'ai réfléchi. Quand on se dispute avec quelqu'un et qu'après on s'excuse, ça veut pas dire que tout va redevenir comme avant, mais ça veut dire qu'on essaie. Et je voulais dire que même sans avoir vécu beaucoup de temps avec vous, j'aime être près de vous. J'aime votre maison, votre odeur de café, les histoires que vous écrivez dans le cahier. Je sais que mon père a fait des erreurs, mais il n'est pas que des erreurs. Lui aussi ressent, et moi aussi je fais des erreurs. Et tout le monde, quand il aime vraiment Esso, alors si vous avez encore de la place dans votre cœur, pouvez-vous me laisser rester juste moi, un petit morceau, même si c'est petit à petit. J'ai lu cela avec les yeux qui se mouillaient, le bracelet tremblant dans ma main. Je regardais chaque petite lettre tremblante de mon nom. Ce n'était pas une demande ordinaire, c'était une déclaration de courage, de don. Une petite fille que je connaissais à peine me demandait une place dans sa vie. Non par intérêt, non par héritage, mais par affection, par lien, par choix. Cet après-midi-là, je n'ai plus pu rester assis. Je me suis levé, j'ai pris le cahier que j'avais écrit pour elle et j'ai marché jusqu'à la maison de Nicolas. Cela faisait des années que je n'avais pas tant marché. À chaque pas, je sentais le poids de l'âge, mais aussi celui de la décision. Quand je suis arrivé, j'ai frappé doucement au portail. Marie est venue en courant, a ouvert avec des yeux brillants. « Vous êtes venu ?» Elle dit surprise, j'ai tendu le cahier et j'ai dit tiens, j'ai continué l'histoire, mais maintenant c'est toi qui vas écrire la prochaine page. Elle m'a serré si fort que j'ai senti mes épaules faire mal. Nicolas est apparu à la porte avec une expression entre culpabilité et espoir. Il n'a rien dit et moi non plus. Je l'ai juste regardé fermement et j'ai dit la confiance, Nicolas, ne s'achète pas. Elle se construit brique par brique et tu as démoli beaucoup de choses. Maintenant, voyons si tu peux au moins construire un mur. Il a haqué les yeux rouges. J'essaie papa, mais je sais que je ne suis pas encore digne. Juste merci d'être ici. Nous sommes restés un moment dans la cour. Marie dessinait sur le mur avec des cris colorés. Elle a écrit son nom et juste en dessous le mien, Marie et Marcel. Deux vies qui se sont rencontrées tard, mais avec l'envie de rester. Au fond, j'avais encore peur. Je me méfiais encore de beaucoup de choses. Mais à l'intérieur de cette peur, commençait à naître une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. En rentrant chez moi, j'ai marché lentement. Le soleil disparaissait déjà derrière les toits et l'air était plus frais. J'ai pensé à Yann. J'ai imaginé ce qu'elle dirait si elle voyait tout cela. Elle sourirait probablement avec cette manière ferme et douce et dirait « ça a pris du temps, mais c'est arrivé ». Et juste peut être, aurait-elle raison. Mais il manquait encore une dernière pièce, un détail que j'avais laissé pour plus tard. Le testament, le papier qui disait qui aurait quoi quand je partirais. Et à ce moment-là, pour la première fois, je me suis senti prêt à décider quoi en faire. Je me suis réveillé avant le lever du soleil. Le ciel était encore d'un bleu foncé, avec les étoiles qui s'estompaient peu à peu. Dans la cuisine, le silence était si profond qu'on pouvait entendre la bouilloire respirer avant de bouillir. Je me suis assis à la table avec un stylo à la main, l'Ancien Testament devant moi et une feuille blanche à côté. Ce n'était pas un document d'avocat. Il n'avait pas de tampon, ni de langage froid de notaire. Mais ce jour-là, j'allais écrire quelque chose de plus important qu'un papier de possession. J'allais enfin écrire ce qui restait de moi et à qui je voulais le laisser. J'ai pris le Vieux Testament, je l'ai déchiré avec calme. Chaque morceau qui tombait sur le sol semblait enlever un poids de mon corps. Ce document avait été écrit par un homme qui croyait encore que son fils reviendrait un jour avec gratitude, par quelqu'un qui attendait trop et vivait trop peu. Mais aujourd'hui, je n'étais plus ce Marcel. J'en étais un autre, un qui avait appris à accepter ce qui ne revient pas, qui avait compris que l'amour qui doit s'agenouiller pour être appelé n'est pas de l'amour, c'est du besoin. J'ai commencé par Marie. J'ai écrit son nom en grandes lettres, rondes comme les lettres qu'elle avait utilisées dans la lettre. J'ai écrit que si un jour je partais, elle devrait garder la maison non pour les briques, mais pour les histoires à l'intérieur, pour le fauteuil à bascule où elle m'avait vu sourire, pour les feuilles écrites dans le cahier qui portaient nos rencontres et pour le café. Oui, même pour l'odeur du café, les dimanches matins que nous aurions encore devant nous. Ensuite, j'ai écrit le nom de l'école du quartier, celle d'Ella même qui m'avait invité à raconter des histoires aux enfants quand plus personne ne se souvenait de moi. J'ai indiqué qu'une partie de ce que j'avais reçu de l'héritage serait destinée à la bibliothèque pour les livres, pour les enfants qui vont encore apprendre à dire merci avant de savoir bien écrire parce que c'est en eux que réside l'espoir. Et enfin son nom, Nicolas, oui, il était encore là, mais cette fois à la bonne place, non comme héritier principal, mais comme quelqu'un qui, s'il le veut vraiment, devra construire, devra mériter. J'ai écrit Nicolas, si un jour tu veux faire partie de ce que j'ai laissé, tu devras le prouver par des actes. Le temps dira, je ne te laisse pas dehors, mais je ne te laisse pas tout, parce que tout tu l'as déjà eu et tu l'as perdu. Maintenant, c'est seulement avec des briques, de la sueur et de la vérité. J'ai signé d'une main ferme, je n'ai pas tremblé. J'ai gardé la feuille dans un dossier bleu et l'ai mise au fond du tiroir de la commode de ma chambre avec les lettres d'Eliane et les dessins de Marie.
Après cela, je me suis permis de respirer différemment, comme quelqu'un qui se lève d'une chaise où il est resté assis trop longtemps. Ce jour-là, Nicolas est réapparu, cette fois avec des pas plus humbles, moins anxieux. Il a apporté un de ses cahiers, il a aussi écrit une lettre, il y disait qu'il ne voulait plus d'héritage ni de pardon immédiat, qu'il voulait juste m'aider à garder les souvenirs si je le permettais. Il a dit qu'il voulait m'entendre raconter des histoires pour savoir qui j'étais, au-delà d'être père. Pour la première fois, il voulait me voir comme un homme. Je n'ai pas répondu avec des mots. Je suis allé à l'armoire, j'ai pris la vieille radio d'Eliane, je l'ai allumée sur une station de musique d'époque et j'ai appelé « Assieds-toi ici, Nicolas. Je vais te raconter le jour où j'ai presque manqué le bus et où j'ai rencontré ta mère par hasard. » Il a souri, s'est assis et m'a écouté. Et c'est ainsi que nous avons recommencé, sans promesse, sans éteinte de film, mais avec de l'écoute. Et l'écoute, c'est aussi de l'amour. Marie a commencé à venir tous les samedis. Elle m'aide à prendre soin du jardin, m'apprend de nouveaux mots d'internet, m'appelle Pépé quand elle veut plaisanter, parfois me pose des questions sur la mort. Je réponds avec douceur, sans peur, parce que maintenant, je sais quand je partirai, elle aura plus que des souvenirs, elle aura des racines, elle aura une histoire. Aujourd'hui, je ne sens pas que j'ai tout récupéré, mais je sens que ce qui est resté vaut plus que ce qui a été perdu. Je croyais que tout s'apaisait. Les samedis avec Marie, les silences moins lourds avec Nicolas, la radio d'Eliane qui crépitait comme un feu de cheminée, j'avais rangé le dossier bleu dans la commode et avec lui cette impression que ma vie cessait enfin de courir après l'irréparable. Je me trompais, tout a basculé un mardi. Nicolas a frappé plus raide qu'à l'habitude. Il avait ce visage des jours où l'on sait que les mots à venir n'entreront pas sans casser quelque chose sur leur passage. « Marie est à l'hôpital », a-t-il dit. Je n'ai rien répondu. Mes jambes se sont mises en marche toutes seules. Le couloir du service pédiatrique sentait la soupe tiède et le désinfectant. Sur le lit, Marie, pâle, mais fière, comme ces enfants qui refusent d'avoir mal devant les grands. Elle m'a souri sans forcer. « Papy, ce n'est rien, ils disent que c'est réparable. » Le médecin nous a parlé calmement, comme on pose des verres sur une table. Anémie sévère. Il cherchait un donneur compatible pour une greffe de moelle en prévention. Les parents, la famille proche seraient testés. J'ai tourné la tête vers Nicolas. Il a pensé la même chose que moi. Famille proche. Le soir même, j'ai tendu mon bras. Une infirmière a piqué, a noté mon nom. Le sang rouge foncé a coulé en silence, docile, comme si la vie acceptait de redevenir utile. Je n'ai pas prié. Je me suis contenté de regarder le pansement blanc qui tirait ma peau et de me dire qu'Eliane aurait ri, m'aurait traité de héros, juste pour me voir lever les yeux au ciel. 2 jours plus tard, j'étais assis sur la même chaise bleue quand le médecin est revenu avec un dossier contre sa poitrine. Il s'est assis à mi-distance. Il a choisi ces mots comme on pose les doigts sur une porcelaine fêlée. « Monsieur Marcel, vous êtes un très bon candidat sur le plan médical. Mais il y a un point que je dois aborder avec vous et votre fils. » Il a regardé Nicolas, puis moi. Les marqueurs nous indiquent une absence de lien de filiation directe entre vous et monsieur Nicolas. En revanche, il a tourné une feuille. En revanche, vous êtes remarquablement compatible avec Marie. Le monde s'est contracté, puis dilaté, comme si quelqu'un ouvrait une fenêtre dans ma tête en plein hiver. Pas son père. Très compatible. Les 2 phrases se sont heurtées et sont tombées à mes pieds. Nicolas n'a pas bougé, ses mains se sont crispées au point d'en blanchir les jointures. Il a respiré par la bouche, comme s'il sortait de l'eau. « Je le savais », a-t-il murmuré, à peine. J'ai senti le banc craquer sous mon poids. Depuis quand ? Depuis mes 20 ans. Maman me l'a dit le soir où elle m'a trouvé une valise prête. Elle m'a dit que ça ne changeait rien, que le sang n'est pas la seule façon d'aimer. J'ai répondu que pour toi, si. Puis je suis parti, convaincu d'une chose que je ne comprenais pas. Le médecin s'est levé, pudique, nous laissant seuls dans le couloir. Une machine a sonné quelque part. J'ai pensé à mes samedis, au cahier de Marie, au parfum de la radio d'Eliane, aux briques de la maison. Tout a tenu, puis tout a cédé, d'un coup. Je me suis vu, vieux, à qui on dit tard ce que la vie avait mis sous clé plus tôt. Qui ? Ai-je demandé. Le mot a mordu ma langue. Qui était son père ? Nicolas a baissé la tête. Je ne l'ai jamais su. Maman n'a pas voulu me le dire. Elle répétait que l'homme qui m'avait élevé, nourri, protégé des orages sur la route, c'était toi. Elle disait ton nom comme on dit foyer. J'ai choisi d'entendre autre chose. Je ne l'ai pas giflé, je n'ai pas pleuré. J'ai pensé à la photo d'Eliane, à la fermeté dans ses yeux. N'aie pas pitié. Et de la clarté. Alors écoute Nicolas, je n'ai pas besoin du papier pour savoir qui je suis. Si la vie veut que ma moelle aide ta fille, je donnerai sans condition. Mais s'il reste un mensonge quelque part, éteins-le maintenant. Ne laisse plus rien entre nous et la vérité. Il a hoché la tête. Il y a encore une chose, elle te revient. Le lendemain, un notaire que je connaissais à peine a sonné à ma porte. Petit homme sec, attaché case sombre, voix d'eau froide. Il a posé une enveloppe scellée sur la table. Elle devait vous être remise si, de votre propre volonté, vous modifiez votre testament après le décès de votre épouse et après votre réconciliation, même imparfaite, avec votre fils. C'est une condition inscrite par votre cousin dans une disposition complémentaire.
J'ai pris l'enveloppe. Le seau de cire a cédé d'un soupir. À l'intérieur, une lettre écrite d'une écriture que je reconnaissais mal, celle de mon cousin, celui qui m'avait laissé la fortune. Il n'était pas du genre à écrire. Il préférait le silence des chiffres et la discrétion des rendez-vous trop courts. Ces mots, cette fois, étaient d'une franchise qui fend la pierre. Marcel, si tu lis ceci, c'est que tu as fait un choix d'homme, pas de chiffres. Pardonne-moi de t'avoir fait ce cadeau avec une corde. Elle n'était pas pour t'étrangler, mais pour t'attacher à ce qui compte. Tu m'as connu discret. C'est que toute ma vie, j'ai payé des dettes qui ne m'appartenaient pas. Célibataire par commodité, riche par défense, j'ai gardé longtemps un secret que je devais te dire de mon vivant. Je n'en ai pas eu le courage. Eliane m'a écrit une seule fois, il y a 30 ans, une lettre courte, avec cette netteté d'horizon qu'elle avait. Elle me demandait de veiller sur toi si jamais le vent se mettait trop fort contre ta maison. Elle ne m'a pas parlé de l'enfant, et je n'ai pas demandé. Mais j'ai compris qu'entre vous, il y avait plus qu'un mariage. Il y avait un pacte de dignité. Alors j'ai prévu ceci. L'héritage ne deviendrait vraiment à toi qu'à la condition que tu démontres que l'argent ne te gouverne pas. Que tu serais encore capable de donner ce que tu possèdes le plus. La part de toi qui écoute. J'ai demandé à Meudaras de te remettre un dossier avec les pièces d'un autre testament, le mien, qui crée une fondation au nom d'Eliane. Je te laisse le choix, tout y verser ou n'y verser qu'une part. Mais si tu y entres, Nicolas, alors je saurai, où que je sois, que la corde n'a pas servi à rien. Pardon de te tenir une dernière fois. Derrière la lettre, un dossier, statut, compte, nom d'école, promesse de bibliothèque. J'ai posé ma main sur le papier. Étrangement, je n'ai pas pensé à la somme. J'ai pensé à la petite main de Marie, au bracelet en perles, à l'odeur de café du dimanche matin, à ma maison qui avait envie d'être utile. Ce même soir, le laboratoire a confirmé, j'étais compatible, la procédure pouvait se planifier. J'ai regardé Nicolas, il n'était pas mon fils sur un plan que la science aime, mais il avait le visage d'un homme qui, pour la première fois, se tenait debout sans mentir. Je signerai pour la fondation. Ai-je dit pas tout, pas encore. Je veux que Marie voie des rayonnages de livres porter le nom d'Eliane. Je veux que la maison respire, que le jardin appartienne à quelqu'un qui saura y courir. Et je veux te dire une chose claire, je te choisirai, Nicolas, si tu apprends à te choisir vrai. Il a fermé les yeux. Comme si on venait d'ouvrir une porte que lui-même n'avait jamais osé pousser. La greffe s'est préparée vite. Le jour venu, la lumière de l'hôpital avait cette neutralité qui empêche les grandes phrases. Je n'ai pas eu peur. Une infirmière a posé sa main sur mon avant-bras. Merci pour elle. Non, ai-je répondu. Merci pour moi. Quand tout a été fini, on m'a laissé somnoler. Je me suis réveillé avec une brûlure douce dans les os, une fatigue neuve, presque propre. Marie allait bien. Le médecin avait ce sourire rare des hommes qui voient parfois la vie gagner. Je suis rentré chez moi en fin d'après-midi. Le soleil clouait des rectangles jaunes sur le sol. Sur la table, quelqu'un avait déposé une enveloppe sans timbre. J'ai reconnu l'écriture d'Eliane, pas son écriture d'autrefois. Une photocopie. Sur le papier, une lettre datée d'avant la mort de ma femme. En haut, une annotation du notaire, remise différée selon le vœu d'Eliane. À transmettre. Si Franck modifie son testament et fait un don significatif à une œuvre d'apprentissage. J'ai lu. Franck, si ce papier t'arrive, c'est que tu as encore choisi la lumière. Je te connais, tu n'aimes pas les énigmes. Alors voici la vérité toute nue. Nicolas est né de toi partout, sauf dans le sang. Je l'ai su dès les premières semaines, et j'ai cru que le monde s'écroulait. J'ai voulu te le dire, j'ai voulu m'écorcher les genoux sur ta bonté, j'ai voulu remonter le temps, et puis je t'ai regardé. Tu as posé ta main sur mon ventre, tu as dit mon fils sans trembler. J'ai décidé de mériter ces mots toute ma vie. L'homme qui aurait pu être son géniteur est mort peu après, sans savoir. Il ne t'aurait pas valu. Je l'ai laissé dans le passé. J'ai gardé le futur avec toi. Si je ne t'ai pas dit, ce n'est pas par lâcheté, c'est par foi. Je ne voulais pas que ta grandeur perde la chance d'être naturelle. Si un jour la vie t'apporte une épreuve où l'on te dira que tu n'es pas le père, n'écoute pas ces syllabes pauvres. Tu es l'homme qui s'est levé tôt, qui a conduit sous la pluie, qui a réparé les guidons, qui a cueilli des dimanches comme d'autres cueillent des fleurs. Tu es la maison, fais de ce que tu as reçu un bras pour d'autres. Mets du livre où il manquait des mots. Et si Nicolas revient, ne t'abandonne pas pour lui. Demande-lui de revenir avec ses mains, pas avec sa bouche. Je t'aime, Eliane. Je suis resté debout longtemps, la feuille contre mon cœur. Dans ma poitrine, il n'y avait plus de colère, plus de frottement. Juste cette évidence. Rien ne m'avait été volé. On m'avait confié plus que du sang. On m'avait confié un nom habité. La semaine suivante, dans le bureau du notaire, j'ai signé la création de la fondation Eliane. J'y ai versé la moitié de l'héritage avec une clause.
priorité à la bibliothèque de l'école du quartier. La maison, je l'ai laissée à Marie, un jour, sans précipiter le temps. À Nicolas, j'ai donné une place dans le conseil de la fondation. Une place, pas un fauteuil. Il a compris. Le soir, Nicolas est venu seul. Il tenait une petite boîte. À l'intérieur, un pendentif ovale. La photo de sa mère jeune, celle du bal de 1972, miniature. Au dos, une gravure fine, n'aie pas pitié, et de la clarté. Où as-tu trouvé ça? Ai-je demandé. Dans un vieux carton de maman. Elle avait mis de côté, avec 2 lettres. L'une pour toi, que tu as lu, l'autre pour moi. Elle me disait qu'elle avait choisi le meilleur père possible, même si c'était pas celui qu'on attend sur les papiers. Je ne l'avais jamais ouverte. Je n'étais pas prêt. Il a posé la boîte sur la table, puis il a levé les yeux droits, enfin. Je veux être ton fils, même si j'arrive en retard, a-t-il dit. Je n'ai pas promis, n'ai pas béni. Je l'ai fait s'asseoir, j'ai allumé la radio d'Eliane et j'ai raconté l'histoire du jour où, entre 2 trajets de bus, j'avais ramené un vieux vélo à un enfant qui n'en espérait plus. Il a écouté, à la fin, il a souri comme un garçon. Et moi, dans le cliquetis clair des ondes, j'ai compris la dernière chose qui restait à apprendre. On peut ne pas être le père de naissance et devenir pour de bon, le père de recommencement. La surprise, ce n'était pas la moelle, ni l'argent, ni les papiers. La surprise, c'est que la vie m'avait gardé le meilleur retournement pour la fin. J'avais cru que l'amour se prouvait par le sang, il se prouve par ce qu'on est prêt à donner sans garantie de retour. Et, ce jour-là, enfin, j'ai senti Eliane sourire, elle n'avait pas eu pitié, elle m'avait laissé la clarté, et c'était assez pour tout illuminer.